Voilà, donc on va parler de Stephen Hawking. C'est un personnage que tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu certaines de ses déclarations dans la presse depuis des années. Et c'est vrai que c'est un personnage où, quand on n'est pas spécialiste, il est difficile de savoir ce qui est évidemment une contribution scientifique majeure qui va traverser les décennies, voire les siècles, et puis ce qui est un petit peu de la pop science, parce que finalement, il a aussi joué sur cette chose-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous exposer ce soir. Alors avant, comme nous avons eu le petit banc de Sylvain, je voulais quand même mettre une photo, je voulais la mettre pendant son exposé, mais voilà, ça c'est un peu ce qui se passe avec les petits cueilleurs d'étoiles, et c'est surtout pour vous mettre l'adresse ici, comme ça vous pouvez aller visiter le site pour voir un petit peu quelles sont les activités. On est très actifs un peu partout en France, et donc merci à Sylvain et à Luc d'avoir créé ça. C'est une autre belle aventure amicale qui nous emmène dans des endroits où on peut faire rêver. Et je crois que l'important, c'est aussi le rêve. Donc la science a cette capacité. Alors quant à Stephen, voilà deux visions de Stephen. Une photo dans son bureau au département de mathématiques appliquées, de physique théorique de l'université de Cambridge. Pour ceux qui connaissent Cambridge, c'est dans la rue principale, à 2 pas de Trinity College, où vivait Isaac Newton. Et donc, Stephen est né en 1942 à Oxford et est mort à Cambridge. Donc vous voyez, c'est vraiment un transfuse. Dans l'équivalent français, ça serait naître à Polytechnique et mourir à l'école normale. C'est un petit peu ça. Ou l'inverse. Et là, c'est une image, donc pour ceux qui connaissent les Simpsons, tout le monde connaît les Simpsons, où on a vu Stephen Hawking dans un épisode où on recherchait le cerveau de Lisa, si mon souvenir est bon, et qui montre en fait que cet homme-là, son image a dépassé les barrières de la science. Un petit peu comme l'image d'Einstein, qui est devenue une icône, qui était en couverture du Times Magazine, comme nous l'a montré hier Quentin et puis aussi Roland. Donc quelqu'un dont l'image a envahi toute la société. Ce qui veut dire que nous projetons tous quelque chose sur ce personnage, sur son histoire, sur ses résultats, et c'est ça qui rend les choses difficiles. Alors quand j'ai voulu commencer à préparer cet exposé, je me suis dit, c'est quoi les 3 on va prendre en 3 parce qu'il faut toujours faire en 3 parties comme on apprend à l'école. Quelles sont les 3 choses qu'il faudrait que je vous expose? Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Donc voilà. Ah, maintenant vous rigolez, mais attendez, vous êtes tous là et on va voir qui rigole le dernier dans cette histoire. Donc ça, voilà. Donc on regarde ces formules et je me suis dit, si je commence comme ça, je vais voir au bout de 3 minutes des gens partir. Après, j'ai un petit peu regardé, je me suis dit, on va quand même essayer de justifier que cette formule est importante, donc j'ai quand même récupéré ici ce qui est sur la tombe de Stephen Hawking à Westminster, et vous voyez ici, cette formule-là, c'est la même que la mienne. Bon, ça légitime un peu que je vous en parle quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands savants qui ont une formule comme ça, qui est gravée sur leur tombe. Donc cette formule est importante. Alors vous avez rigolé parce que, en général, on a le sentiment que quand on veut parler de science, dès qu'on va mettre des formules, ça va devenir très compliqué. Et en 1988, il s'est passé quelque chose qui pour moi est un paradoxe absolu, c'est qu'il y a ce livre qui est sorti, Une brève histoire du temps. Et dans ce livre, il y a ces formules qui sont écrites, et pour autant, vous avez acheté ce livre à 10 millions d'exemplaires. C'est quand même pas mal pour un ouvrage de vulgarisation. Et donc, les gens, parce que quelque part, ce personnage vous disait « Ah, ces formules, on peut les comprendre, ou peut-être il y a un mystère derrière ces formules », d'un seul coup, ça passait de formules de physique, de formules mathématiques, à peut-être des sortes de formules magiques pour ouvrir des nouveaux mondes. Et que quelque part, vous y avez vu autre chose. Alors je vais essayer quand même de reprendre l'histoire de ces formules. Et pour reprendre leur histoire, la première chose que je dois faire, c'est mettre quelques dates. 1916, 1972, 1974, et puis quelques noms, Schwarzschild, Bekenstein, Hawking, on le voit là ici. Et donc on voit que sa contribution va tourner autour de ces 2 formules, et que celle-ci, c'est une formule qui préexistait, et qui est quand même tout à fait liée à cette physique, qui est la physique des trous noirs. Alors ensuite, on peut regarder des formules. Ça c'est assez utile, je vais vous apprendre un truc si vous voulez briller, si un jour vous êtes invité dans des endroits où il y a des gens célèbres et tout ça, vous regardez les formules, et déjà, donc, dès qu'il y a un G, on parle de quelle science dès qu'il y a un G? Gravitation, donc vous êtes super fort. Donc là, il y a de la gravitation. Dès qu'il y a un C, on parle de quoi? C'est la vitesse de la lumière, la théorie qui va avec, c'est quoi?
C'est de la relativité. Il y a de la gravitation et de la relativité. Cette formule, ça vous parle de quoi? Relativité générale, d'accord? La gravitation et la théorie de la relativité. Donc cette formule, vous ne la comprenez pas, mais quelque part, vous allez dire, ah, ça c'est de la relativité générale. Bon, ensuite, on regarde les autres formules. Il y a encore du G, il y a encore du C, mais il y a des nouvelles lettres. Il y a ce H bar. H bar, ça vous dit quelque chose, certains? C'est la constante de Planck. Donc tout de suite, ça fait tilt mécanique quantique. Donc on va parler de mécanique quantique. Bon, très bien. Et puis ensuite, il y a cette lettre K avec un petit b en bas. Ça vous dit quelque chose? Les fans de Jérôme Pérez? Boltzmann. Vous ne savez pas qui c'est, mais vous dites Boltzmann, Jérôme Pérez, thermodynamique. Voilà. Et donc, ça veut dire que ces trois formules, il y a de la relativité générale, de la mécanique quantique et de la thermodynamique. Bon, maintenant, on va voir à quel point ça va nous poser un problème. Et le truc, c'est qu'on va vouloir... Ces constantes sont dans des formules qui les relient, ce qui veut dire qu'on est en train de faire des liens entre ces différentes théories. La théorie de la relativité générale a été formulée en novembre 1915 par Albert Einstein. C'est une théorie de la gravitation qui a remplacé la théorie de la gravitation de Newton. La thermodynamique est une théorie qui s'est développée à la fin du XVIIIe, début du XIXe, pour principalement décrire le fonctionnement des machines thermiques, les moteurs, les réfrigérateurs et ainsi de suite. Et donc on va voir que la formule de 72 crée un lien entre ces deux disciplines, ces deux branches de la physique, et que ce lien-là va être justifié en 1974 en passant par la mécanique, qui est une théorie qui s'est développée à partir de l'article de Max Planck, écrit en 1900. Donc on voit que là, quelque part, ça nous donne déjà la structure, les relations entre ces trois théories. Et dans l'univers, il y a deux situations où finalement ce genre de connexion va apparaître. Ce sont les trous noirs et la singularité cosmologique, c'est-à-dire l'instant du Big Bang. Donc ça, c'est ce qui va intéresser Stephen Hawking, les trous noirs, l'origine de l'univers, et tout son travail va tourner autour de ces deux phénomènes. Et en fait, il va démontrer un certain nombre de théorèmes qui sont valides aussi bien pour les trous noirs que pour les singularités cosmologiques. Alors hier soir, on a eu la chance d'avoir un superbe exposé de Quentin et de Roland à propos du cinéma et de la relativité. Et j'ai noté que Quentin nous a dit un truc qui est que la relativité, il suffit de la nommer pour savoir que l'on ne la comprend pas. Il nous parlait des films et il nous disait d'ailleurs pour le spectateur, et le spectateur se dit je ne cherche même pas à comprendre. Ça, c'est le premier point. Bon, j'ai mon voisin de bureau qui s'appelle Jean-Pierre Lassota qui a écrit un très bon livre sur les trous noirs. Et dans ce livre, il a écrit cette chose-là. Ceux qui croient que la théorie de la relativité est difficile à comprendre et anti-intuitive ne connaissent pas la physique quantique. D'accord ? Et puis maintenant, bien sûr, là, c'est des sources plus confidentielles. Jérôme Pérez, hein, ça c'est un truc non publié, c'est vraiment, voilà, j'ai eu ça. Sur un nœud papillon, la théorie de Boltzmann est bien plus incompréhensible que la relativité ou la mécanique quantique. Ce qui veut dire que je vais devoir vous expliquer ces trois théories et essayer de vous faire comprendre les liens qu'il y a entre ces trois théories. Donc l'objectif que j'ai ce soir, ce n'est pas que vous compreniez ces trois théories, ce n'est même pas que vous compreniez les subtilités de ces trois formules que Stephen Hawking autour desquelles il a travaillé, les théorèmes qu'il a établis, mais c'est déjà de vous montrer comment est-ce qu'on peut établir de telles formules. Et ça, vous montrer que parfois, il n'y a pas besoin de faire d'expérience. C'est une recherche de cohérence des explications de la nature qui vous amène à peu près naturellement à postuler des lois, à postuler et à démontrer des théorèmes. Et c'est ce qui s'est passé dans la carrière de Stephen Hawking. Et l'exemple, finalement, de ce mouvement de la physique théorique, on le retrouve dans une citation d'Albert Einstein, dans ce livre « Comment je vois le monde », où il parle de l'établissement de la relativité générale. Et souvent, on lui posait la question de savoir s'il y avait eu besoin de transgresser des choses, de vraiment devenir hyper imaginatif. Et il disait non, point n'est besoin de parler d'actes ou d'actions révolutionnaires, puisqu'elles marquent l'évolution naturelle d'une ligne suivie depuis des siècles. Et ça, c'est une chose très importante en science. Vous avez des théories établies avec des domaines de validité, et par moments, vous avez des incompatibilités entre différentes explications, et vous êtes dans une recherche de cohérence. Et cette recherche de cohérence, en fait, vous n'avez pas 50 façons de pouvoir atteindre cette cohérence, et elle vous guide pour établir de nouvelles lois de la nature. Bien sûr, ensuite, il faudra les valider par des expériences ou par des observations, mais déjà, si vous arrivez à formuler de telles lois, vous avez un nouvel outil pour questionner la nature. Alors R, S, T, mes trois parties, commençons. Donc R,
les trous noirs et la relativité générale. Et donc, ça va nous permettre de parler des premières contributions de Stephen Hawking. Alors, pour commencer, ce que je me suis dit le plus simple, c'était d'aller chercher la thèse de Stephen Hawking. Donc ici, vous avez sa thèse qui a été soumise en février 1968, on ne lit pas très bien, mais qui est une thèse sur la singularité initiale. C'est une thèse dans laquelle il va développer 4 parties. Donc la première, c'est une partie sur la théorie de gravitation de Hoyle-Narlikar, dont vous avez probablement jamais entendu parler. Mais dans les années 60, il y a un grand débat à propos de l'expansion de l'univers. En particulier, Fred Hoyle, qui est un astronome anglais, prétend que l'univers pourrait se dilater tout en restant identique à lui-même. C'est cette fameuse théorie de l'état stationnaire. Et pour pouvoir formuler cette théorie, il doit faire une modification de la théorie d'Einstein en inventant une nouvelle théorie de la gravitation. Alors, Stephen, en fait, au début de sa thèse, va commencer à faire de la cosmologie et il va s'intéresser un peu à cette théorie. Et très rapidement, il va aller travailler sur les théories de type plutôt Big Bang. Il va s'intéresser aux théories des perturbations, ça je ne vous en parlerai pas du tout, mais ce travail qui est dans sa thèse, en fait, lui sera très utile en 1981 pour faire des prédictions sur la théorie de l'inflation. Il va s'intéresser à l'évolution de la radiation dans un univers en expansion, et là il va utiliser des outils qui avaient été développés par Roger Penrose. Et on va voir dans ce qui suit qu'il y a il y a beaucoup de rapports entre les travaux de Roger Penrose et de Stephen Hawking. Ils vont même travailler ensemble. Et dans son dernière partie, et c'est ça finalement sa première contribution, il va s'intéresser aux singularités. Alors ici, il y a la page de remerciements qui passe pas très très bien avec le contraste, mais c'est des remerciements qui sont très très courts et qui remercient 2 personnes. Ici, vous avez B. Carter et ici G.F.R. Ellis. Alors B. Carter, c'est Brandon Carter et G.F.R. Ellis, c'est George Ellis. Et il se trouve que quand j'ai vu cette page, j'étais très heureux parce que j'ai travaillé avec Brandon Carter juste après ma thèse. Et puis George Ellis, quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant 18 ans, c'est une sorte de père spirituel pour moi. Il habite en Afrique du Sud et il m'a à la fois amené à la cosmologie et aussi à mes aventures, une partie de ma vie en Afrique du Sud. Et donc, quelque part, ça légitimait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, ce lien pour vous parler de Stephen Hawking aujourd'hui. Alors, ah oui, j'ai pas mis le truc qui zappe. Je voulais quand même aussi vous montrer une page de thèse pour que vous voyez, surtout pour les jeunes, voyez à quoi ça ressemble. À l'époque, il n'y a pas de LaTeX, il n'y a pas de traitement de texte, donc on fait taper sa thèse. Quand on se trompe, on raye. Ce qui est très intéressant pour les historiens parce que ça veut dire que vous pouvez voir les parties qui ont été rayées, donc vous pouvez voir aussi l'évolution de la pensée. Et les formules sont rajoutées à la main, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, il faut être sûr de ne pas faire d'erreur, et puis surtout, il faut bien écrire. D'accord ? Ça, c'est un truc, bien écrire, c'est important. En physique théorique, vous voyez, s'il y a un petit a ou b qui est soit en haut, soit en bas, ou interverti, vos formules sont fausses, et vous n'allez pas réussir à démontrer vos théorèmes. Donc ça, juste pour vous montrer que dans les années 60, quelqu'un qui rédigeait un manuscrit passait aussi beaucoup de temps simplement à taper son manuscrit, écrire les formules et puis corriger. Parce que ça, sinon, aujourd'hui, vous sélectionnez, vous faites un contrôle, je ne sais plus quoi, et ça disparaît. Mais c'est très triste parce que ça veut dire que le texte final n'a pas la mémoire en fait, de ce qui avait été écrit avant. Alors nous sommes en 1915. En 1915, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Albert Einstein fait 4 exposés devant l'Académie des sciences à Berlin, et il expose sa théorie de la relativité générale. Alors c'est une théorie qui parle de gravitation, qui parle de l'espace et du temps, et qui va comprendre que ce que nous appelions la force de gravitation, donc le fait que les objets s'attirent, est en fait la manifestation de la géométrie de l'espace-temps. Il va écrire des équations. Ça, c'est juste une image, mais ces équations relient la géométrie de l'espace-temps au contenu matériel de l'espace-temps. C'est des équations qui sont extrêmement difficiles à résoudre. En fait, on ne sait même pas les résoudre dans leur pleine généralité. On connaît aujourd'hui des solutions particulières où on les résout numériquement sur ordinateur, mais on n'a pas de théorème qui nous disent que dans n'importe quelle situation, il existe une solution de ces équations-là. Et Einstein, en fait, en 1915, écrit ces équations. Il ne connaît pas de solution de ces équations. L'année d'après, Karl Schwarzschild, qui est un astronome allemand, va écrire cet article sur le champ de gravitation d'une masse ponctuelle dans la théorie d'Einstein. Et dans cet article-là, il va simplement se dire, imaginons que j'ai un univers qui est complètement vide, j'ai simplement un astre qui a une masse, quelle est la structure de l'espace-temps autour de ça? Et il va être capable de résoudre les équations dans ce cas-là. Et d'ailleurs, ça va étonner Einstein, parce qu'en fait, il ne pensait pas qu'on pourrait trouver une telle solution. Il dit même que c'est un exercice d'une grande élégance qui avait été accompli dans cet article.
Alors pour vous faire comprendre quelle est la structure de l'espace-temps, ici j'ai mis le Soleil et ici ça représente la géométrie de l'espace-temps. Et donc ce qui va se passer, c'est que dans la théorie de Newton, ce qui se passe, vous avez le Soleil et on dit que la Terre est attirée par le Soleil et c'est pour ça qu'elle tourne autour. Donc l'espace est plat et vous avez une force. Et bien dans cette nouvelle description, vous n'avez plus de force, mais vous avez un espace-temps courbe. Il se trouve qu'il y a 2 ou 3 ans, j'étais en Allemagne dans un musée des sciences et il y avait ici un bol avec des boules qui tombaient dans le bol. Et ces boules, alors j'ai fait un petit film, on va voir si ça marche. Voilà. Vous voyez, à cause de la géométrie du bol, il n'y a aucune force qui attire les boules dans cette direction-là. Eh bien, les boules tournent autour du centre du bol. Et donc, si vous ne pouviez pas voir la géométrie, vous auriez l'impression qu'il existe une force entre un astre qui est ici et ces boules qui pourraient être des étoiles. Puis vous voyez, quand elles arrivent au centre, c'est comme un trou noir, hein, elles sont absorbées. Donc on comprend un petit peu que la géométrie peut jouer le rôle de la gravitation. Alors cette solution va jouer un rôle très important dans l'histoire de la relativité générale, parce qu'on a cette masse m, et quand on regarde la solution, on se rend compte qu'il existe autour de cette masse une sphère dont le rayon est r. Donc r, maintenant vous savez ce que c'est le rayon du trou noir, et c'est donc 2 fois la constante de Newton fois la masse du trou noir divisé par la vitesse de la lumière au carré. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez cette surface-là, vous avez l'impression que l'espace-temps n'est plus défini sur cette sphère-là, et puis au centre. Ça va poser un grand problème. Ça a même failli tuer la théorie de la relativité générale. Quand Einstein est venu en 1922 à Paris, le mathématicien Jacques Hadamard lui a fait une objection en disant « Mais si l'espace et le temps ne sont plus définis ici, alors votre théorie ne peut pas être considérée comme une théorie physique. Imaginez que vous vous mettiez ici, loin de votre trou noir, ça ne s'appelait pas un trou noir à l'époque, loin de cet astre, vous envoyez, disons, un vaisseau spatial, il se rapproche, mais quand il va arriver ici, qu'est-ce qui va se passer si vous ne savez plus comment décrire l'espace et le temps à cet endroit-là? Et donc ça a été un casse-tête pour la relativité générale pendant des décennies. Alors, la nature est un peu gentille avec nous, parce que si on met des chiffres, par exemple pour le Soleil, on calcule ce rayon-là, et on trouve que pour un astre qui a la masse du Soleil, ce rayon est de 3 km. Donc vous auriez le Soleil, qui a un rayon de 700 000 km, et vous auriez son trou noir serait à 3 km. Comme la solution n'est valide qu'à l'extérieur de l'astre, en fait, ça fait disparaître cette singularité. Néanmoins, si cette théorie est une bonne théorie pour décrire la nature, on peut imaginer qu'il existe des astres qui sont plus petits que leur rayon, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Et ça a commencé à inquiéter les théoriciens. Et puis d'autre part, en parallèle, beaucoup d'astronomes se sont mis à découvrir ce qu'on appelle des astres de plus en plus compacts. Alors du côté des théoriciens, un des papiers les plus importants, c'est ce papier qui a été écrit par J.R. Oppenheimer. Alors on le connaît sous le nom de Robert Oppenheimer, mais c'est Julius Robert Oppenheimer et Snyder, qui ont écrit cet article où ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe pour une étoile qui serait une sphère, qui n'a plus de fuel pour faire ses réactions thermonucléaires? Et ils se rendent compte que cette étoile va s'effondrer sur elle-même et qu'elle pourrait même former un trou noir. Et là, c'est une citation d'un journaliste qui dit que voilà, si J.R. Oppenheimer n'avait pas mené l'effort américain pour fabriquer la bombe atomique, il serait connu pour avoir décrit comment les trous noirs se forment. Donc les physiciens se rendent compte, et ça va être continué par de nombreux autres physiciens, que finalement, ces trous noirs doivent exister dans la nature parce que quelque part, ils seraient le point d'aboutissement de l'évolution des étoiles. Alors ce papier passe complètement inaperçu. Est-ce que vous savez pourquoi il passe complètement inaperçu? Regardez la date de publication. D'accord? Donc c'est le jour de l'invasion de la Pologne. Donc beaucoup de gens avaient... Voilà, c'est pas passé dans les news, ce genre de choses. Et donc l'article va rester lettre morte pendant un certain temps. Et puis ensuite, on va commencer à découvrir qu'il existe des astres de plus en plus compacts. Alors, jusque dans les années 60, on a cette solution et on ne comprend pas le problème de cette sphère, que même Einstein appelait la sphère magique. Cette sphère où on a l'impression que l'espace et le temps ne sont même plus définis. Et la compréhension de cet objet, qui va mener à la définition de ce qu'est un trou noir, se fait en 1960 en Angleterre, et en particulier grâce à Roger Penrose. Et Roger Penrose, il ne va pas essayer dans un premier temps de résoudre des équations, il va essayer de comprendre ce qui se passe dans un tel espace-temps, il va regarder comment la lumière se propage dans un espace-temps.
Alors on va essayer de faire la petite expérience. Donc ici, vous avez votre astre de masse m, vous avez cette sphère qui l'entoure avec son rayon R, et puis vous êtes ici, et vous envoyez de la lumière vers votre astre, et puis de la lumière dans la direction opposée. Donc vous voyez bien que cette lumière que j'ai représentée par du bleu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers l'astre, elle va tomber vers lui, et puis celle qui est envoyée dans la direction opposée va s'en éloigner. D'accord? Donc on peut définir vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est bon? C'est pas trop difficile? Vous me dites, hein? Parce que ça va se compliquer. Ah bah oui, attendez. Donc je fais la même chose, mais maintenant je le représente dans ce qu'on appelle un diagramme d'espace-temps. Vous voyez, je mets l'espace, donc la distance au centre ici, et le temps ici. Donc j'émets de la lumière vers l'extérieur, elle se propage comme ça, puisqu'elle se propage à la vitesse de la lumière, c'est une ligne droite. Ça, Roland l'a montré hier sur le cas de la relativité restreinte. Et la lumière qui va vers l'intérieur, et quand elle arrive ici, eh bien, elle tombe dans ce trou noir. D'accord? C'est compris ça? Alors maintenant, la question c'est bien, si je suis à l'extérieur, tout va bien, j'envoie de la lumière vers l'extérieur, elle s'éloigne, de l'intérieur, elle va vers le trou noir. Que se passerait-il si je faisais la même chose à l'intérieur? Et ce que va montrer Penrose, et ça c'est très surprenant, très contre-intuitif, c'est que si je suis à l'intérieur, j'envoie de la lumière vers le trou noir, eh bien, elle va vers le trou noir, et la lumière que j'envoie vers l'extérieur, eh bien, elle va aussi vers l'intérieur. Très surprenant. Et donc, vous voyez que vous, comme vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière, vous êtes toujours coincé à l'intérieur de ces deux flèches. Donc, quelque part, si vous êtes à l'intérieur du trou noir, vous allez inexorablement tomber vers le centre, ce qu'on appelle la singularité du trou noir. Penrose comprend ça, et puis il se dit, mais c'est quoi le cas limite? Le cas limite, c'est quand je suis exactement sur la frontière. Et quand je suis sur la frontière, eh bien, l'intérieur va bien vers l'intérieur, mais l'extérieur reste sur la sphère. Donc cette sphère, il y a des rayons de lumière qui vont tourner autour de cette masse M, tout en restant sur cette sphère-là. Donc c'est comme si elle était nappée de lumière. Et à partir de ça, Penrose va définir ce qu'on appelle un trou noir, l'horizon d'un trou noir. Il va dire que c'est une surface immatérielle qui sépare l'espace en un intérieur et un extérieur. D'accord? Donc, je me trompe. L'intérieur et l'extérieur. Elle a la propriété de laisser passer la matière de l'extérieur vers l'intérieur, mais pas de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est une surface qui, quelque part, vous dit, comme une sorte de sens interdit. Vous êtes rentré à l'intérieur, vous ne pouvez plus en ressortir. Elle définit la surface du trou noir, et en fait, elle ne pose aucun problème. Nous avions l'impression que l'espace et le temps n'étaient pas définis sur cette surface. En fait, cela ne pose aucun problème. Tout se passe bien. La lumière peut passer à travers. La matière peut passer à travers. Donc, finalement, il vous dit, cette surface-là, elle ne pose aucun problème pour l'espace-temps. La théorie ne pose aucun problème, mais elle a juste cette propriété complètement contre-intuitive qu'on ne peut passer que dans un sens, une sorte de surface hémiperméable. Voilà. Les mathématiques, la relativité générale, nous disent qu'il doit exister de telles surfaces dans l'univers. Alors ces objets sont tellement intéressants, ils ont fallu tellement remettre en cause la théorie de la relativité générale qu'avec Quentin, et il vous en a parlé hier, on a fait ce film sur l'histoire de la relativité générale et en particulier l'importance du trou noir dans la compréhension de cette théorie. C'est très bien, mais pour autant, que se passe-t-il au centre de ce trou noir? Parce que là, il y a une singularité qui est une vraie singularité, un endroit où l'espace et le temps ne sont plus définis. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a trop simplifié les mathématiques, qu'on a dit oui, c'est une étoile qui est exactement sphérique? Ou est-ce que c'est quelque chose de générique? Est-ce que la question qui est posée pour le trou noir se pose aussi pour le Big Bang? Est-ce que cette singularité initiale est une vraie singularité, ou est-ce qu'on peut, quelque part, étendre l'espace et le temps au-delà de cette singularité? Finalement, de pouvoir définir une façon naturelle, entre guillemets, avant le Big Bang. Et c'est à ce moment-là que Stephen Hawking va commencer à s'intéresser à ces théorèmes qui avaient été développés par Penrose en 1960. Et vous avez vu, c'était le dernier chapitre de sa thèse. En 1966, il va publier un article qui s'appelle « Singularité dans l'univers » dans Physical Review Letters. Et 4 ans plus tard, en collaboration avec Roger Penrose, ils vont se poser la question de savoir, quand j'ai un effondrement gravitationnel, que ce soit pour un trou noir ou en cosmologie, prouver qu'il existe toujours des singularités. Donc ils vont montrer que ces singularités existent et font partie intégrante de la théorie de la relativité générale.
Alors là, j'ai décidé de vous lire, plutôt que de parler longuement moi-même, de faire parler Hawking. Et voilà ce qu'il dit sur cette période et sur ces théorèmes. Roger Penrose introduisit une nouvelle approche qui n'exigeait pas de résoudre explicitement les équations de champ d'Einstein, mais seulement de respecter certaines propriétés, comme le fait que l'énergie est positive et la gravité attractive. Alors ça, c'est quelque chose d'important parce que Penrose a inventé une nouvelle façon de regarder les équations de la relativité générale. Avant, on écrivait des équations, on essayait de résoudre les équations. Et lui s'est dit, elles sont trop compliquées, on va essayer d'extraire des propriétés sur l'espace et le temps sans pour autant avoir à résoudre complètement les équations. Et ça, il se trouve que c'est une méthode qui était tout à fait novatrice et qui a porté énormément de fruits. En janvier 1965, Penrose consacra un séminaire à ce sujet au King's College de Londres. Je n'y étais pas, mais j'en entendis parler grâce à Brandon Carter, avec qui je partageais mon bureau dans le nouveau département de mathématiques appliquées dans Silver Street à Cambridge. C'est alors que je compris qu'on pouvait appliquer des arguments semblables à l'expansion de l'univers. Donc là, c'est la première chose, et finalement, qu'il y a un moteur de la recherche. Quand vous comprenez quelque chose, vous faites des séminaires. Il y a des gens qui viennent écouter ces séminaires. Bien sûr, vous avez d'autres choses dans la tête. Vous allez piquer les idées des copains. Éventuellement, vous allez commencer à collaborer avec eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, Stephen Hawking, finalement, ça prouvait que c'était un très bon étudiant. Il allait au séminaire et quand il n'y allait pas, il en parlait avec des collègues qui avaient été pour savoir quels étaient les développements les plus récents de sa discipline. Il a réussi à utiliser un résultat de Penrose pour l'appliquer dans un autre cas. Et ensuite, il a travaillé avec Penrose lui-même pour pouvoir le généraliser. Alors ça, c'est un peu le premier résultat majeur de Stephen Hawking, ce que je vous disais tout à l'heure. Ces singularités font partie intégrante de la théorie de la relativité générale, et on peut démontrer que l'effondrement gravitationnel d'une étoile s'achève inexorablement dans une singularité, c'est-à-dire qu'on va former un trou noir. Les singularités sont réelles et inévitables. Alors ça commence à poser des problèmes parce que maintenant, il va falloir se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces singularités? Parce que là, l'espace et le temps ne sont plus définis. Et en fait, ce qu'on comprend, et ça, Georges Lemaitre l'avait déjà exprimé en ce qui concerne le Big Bang en 1931, c'est que ces singularités, elles apparaissent dans cette théorie parce que c'est une théorie classique et que ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est le domaine de validité, le fait que cette théorie n'est plus apte à décrire l'espace et le temps et que probablement pour les décrire, il faudra être capable de formuler une théorie quantique de la gravitation. Chose que nous ne savons toujours pas faire aujourd'hui. Nous avons des théories candidates, mais nous ne savons pas le faire. Donc voilà ce qui se passe, voilà l'image. Si ici je mets le temps, et ici l'espace, j'ai une étoile ici, avec une dimension en moins. L'étoile s'effondre sur elle-même, c'est les flèches qui vont vers l'intérieur. La matière est en effondrement, donc le rayon de l'étoile diminue avec le temps. Et il y a un moment où vous allez former cet horizon, donc former le trou noir. Toute l'étoile va tomber à l'intérieur du trou noir. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous êtes à l'intérieur de l'horizon, vous ne pouvez plus, vous êtes inexorablement attiré vers la singularité. Et donc toute la matière va se trouver sur cette singularité. Et à la fin, vous allez trouver cet objet qui est juste composé d'une singularité et d'un horizon. Donc ça, voilà un petit peu comment on peut poser l'évolution d'une étoile et l'apparition d'un trou noir, qu'on appelle un trou noir stellaire. Alors la question, c'est que là, je vous ai affirmé que cet horizon se forme, mais en fait, c'est loin d'être trivial. Les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas possible que je forme une singularité sans pour autant avoir un horizon autour ? Si c'était possible, je pourrais observer cette singularité, ça serait très intéressant, on pourrait commencer à les étudier, à faire de l'astronomie des singularités. Et là, ça a attiré énormément de travaux sur cette question, et malheureusement, aucun résultat. Alors, comme la question est encore ouverte aujourd'hui, Penrose et Hawking ont postulé, ont conjecturé ce qu'ils appellent la censure cosmique en 1969, c'est que, en fait, toute singularité dans la nature doit être cachée par un horizon. Elle doit être cachée, comme ça vous ne pouvez pas l'observer, vous pouvez oublier qu'elle existe et vous pouvez continuer à faire de la physique. Alors Hawking a fait un pari au sujet de cette conjecture avec Preskill et, comment il s'appelle, qui a eu le prix Nobel, là, juste, ça y est, j'ai un trou dans ma tête. Jérôme. Hein ? Ah oui, Kip Thorne, merci. Heureusement que tu es là, parce que moi j'ai les neurones qui grillent là. Et Kip Thorne. Alors, Stephen a perdu son pari,
D'accord. Et voilà donc ce dessin, c'est pas simplement une illustration que j'ai décidé de faire, je vais exactement vous lire ce que dit Steven. Donc vous voyez ce qui est marqué Nature abhors a naked singularity. La nature déteste les singularités nulles. Et Steven nous dit la chose suivante. Il nous dit, je me perds dans mes pages, c'est difficile ça. Voilà. Donc il nous parle de cette conjecture, comme elle est fondamentale pour un travail sur les trous noirs, j'ai intérêt à ce qu'elle soit vraie, cette conjecture de censure cosmique. Avec Kip Thorne et John Preskin, nous avons donc fait l'objet d'un pari. Il me sera difficile de le gagner, mais il est très possible que je le perde si quelqu'un trouve un contre-exemple avec une singularité nulle. En fait, j'ai perdu une première version de ce pari, faute d'avoir été suffisamment scrupuleux dans le choix des mots. Thorne et Preskin ne furent pas sensibles à l'humour du t-shirt que je leur offris en compensation. Donc c'est ce t-shirt-là. Donc il nous dit, voilà, humour et cosmologie. J'ai fait imprimer ce t-shirt après avoir perdu le pari. La nature a horreur des singularités. Donc vous voyez, ça vous dit aussi quelque chose sur son humour et sur sa façon de fonctionner, parce que c'est quelque chose qu'il faisait couramment. C'était finalement de se donner des défis en faisant des paris avec d'autres chercheurs. Et là, dans cette histoire, si on regardait la formulation du pari, c'est vrai que la première formulation était très floue, et donc il a perdu son pari, pas à cause de la physique, mais finalement parce que c'était peut-être un mauvais juriste. Il ne savait pas écrire comme il faut ce texte, et donc il a perdu ce pari. Et donc cette image maintenant est devenue assez célèbre si vous cherchez singularité nue. Voilà. Alors les trous noirs existent-ils? Ça, nous n'en avons la preuve que depuis très récemment, depuis septembre 1915. Et pourquoi? Parce que, en fait, si vous aviez un trou noir tout seul dans l'univers, eh bien, il n'émet pas de lumière. Vous pouvez le voir éventuellement par son influence gravitationnelle sur des astres qui seraient proches de lui. Mais il est possible que ce trou noir se rapproche d'un autre trou noir, qu'il forme un système binaire qui se rentre en rotation l'un autour de l'autre, en émettant des ondes gravitationnelles. Comme ils perdent de l'énergie, eh bien, cette énergie vient de leur énergie de liaison gravitationnelle. Ils vont se rapprocher, tourner de plus en plus vite, jusqu'à fusionner ensemble pour former un trou noir qui est plus gros. Et ceci, c'est quelque chose que l'on peut observer avec les ondes gravitationnelles. Ça, Alexandre Lothiec l'a expliqué 2 fois aujourd'hui à différents niveaux pour qu'on fasse le lien entre ce signal d'onde gravitationnelle qui est observé et la nature des astres qui rentrent en fusion, et qui a permis de prouver l'existence des trous noirs. Alors aujourd'hui, on sait qu'il existe des trous noirs dans la nature, des trous noirs de différents types. Jérôme, samedi dernier, nous a parlé du trou noir supermassif SGR-A qui se trouve au centre de notre galaxie. Ici, vous avez un certain nombre d'objets. Ici, c'est la masse en masse solaire. Voilà tous les événements qui ont été observés. Donc, dans la fusion de 2 trous noirs, on a la masse des trous noirs qui fusionnent et le trou noir qui est formé. Et donc, on a les masses ici de tous ces trous noirs-là, et là des candidats trous noirs qui sont dus par des observations X. On est même capable de commencer, grâce à ces observations, à avoir une idée de la distribution en masse de ces trous noirs dans les galaxies. Et donc, ces trous noirs existent. Dans notre galaxie, on peut estimer qu'il y a 100 milliards de trous noirs. Donc ces trous noirs peuvent fusionner. Cette figure, vous l'avez vue dans tous les journaux, elle vous a été expliquée plusieurs fois. Voilà le signal d'onde gravitationnelle ici, donc sa fréquence qui augmente avec son amplitude. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes capable de mesurer la masse des 2 trous noirs qui fusionnent, donc 36 masses solaires et 29 masses solaires, et ils forment un trou noir de 62 masses solaires. La masse du trou noir formé, que j'ai appelé M, est plus petite que la somme des masses, 36 plus 29. Et ça, on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, je le répète, c'est parce que cette masse, cette différence de masse est due à l'énergie qui est rayonnée au moment de la coalescence des 2 trous noirs. Donc de l'énergie part sous forme d'onde gravitationnelle. Donc voilà une première inégalité entre les trous noirs du couple et le trou noir formé. Et nous allons voir que nous allons pouvoir en fait avoir plus d'informations que ça. Mais pour ça, il faut se poser la question, que se passe-t-il quand 2 trous noirs fusionnent? J'avais 2 trous noirs séparément, et puis maintenant ils vont tourner l'un autour de l'autre, ne plus former qu'un trou noir. Que se passe-t-il? Et en fait, cette question, Hawking se la pose en 1971. Voilà, vous avez 2 trous noirs ici, ils se rapprochent, ils fusionnent pour former un plus gros trou noir. Et il va démontrer un théorème qui est assez surprenant. Il va montrer que si l'hypothèse de censure cosmique dont je vous ai parlé juste précédemment était valide, si la densité d'énergie de la matière est positive, alors l'aire du trou noir, de l'horizon du trou noir, qui est en interaction avec la matière, ne peut qu'augmenter.
Donc si de la matière rentre dans le trou noir, sa masse va augmenter, mais sa surface aussi. Et si deux trous noirs fusionnent, eh bien, la surface du trou noir qui résulte de cette fusion est plus grande que la somme des surfaces des deux petits trous noirs avant la fusion. Donc ça, c'est un théorème qu'il montre. Il le démontre grâce à un théorème précédent qui était dû à Penrose, qui était que, je vous ai dit que cet horizon était tapissé de rayons de lumière. Eh bien, Penrose avait montré que les rayons de lumière ne peuvent pas se croiser sur cette surface. Et à partir de cette propriété-là, il va en déduire ce théorème. Donc vous voyez l'importance de la validité du théorème de censure cosmique. Et ça, c'est le deuxième résultat majeur de Stephen Hawking. Ce qu'on appelle le théorème des airs, c'est que si vous prenez deux trous noirs, vous les faites fusionner ensemble, eh bien le trou noir que vous obtenez a une surface plus grande que la somme des surfaces des deux premiers trous noirs. Alors comme la surface, c'est 4 pi fois le rayon au carré, et donc le rayon c'est G, la constante de gravitation, fois la masse, vous voyez que plus un trou noir a une masse importante, plus son aire est importante. Alors maintenant, on peut faire le petit calcul. Tout à l'heure, je connaissais la masse, c'était 62 masses solaires. Eh bien, je peux vérifier que 62 masses solaires donc, au carré, qui est donc relié à la surface du trou noir après fusion, est plus grande que la somme des surfaces 36 au carré et 29 au carré des trous noirs avant la fusion. Et donc, on met les chiffres, là, tac, 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 et on voit que ça fonctionne. Donc, ce théorème de censure cosmique est vérifié. Alors, le fait qu'il soit vérifié sur un événement, ou même deux événements, ou trois événements, ce n'est pas une preuve de sa validité. D'accord ? Il faut prouver que c'est vrai dans tous les cas, en particulier si le trou noir est un trou noir qui est en rotation, ou un trou noir un peu plus exotique. Mais on a montré, sur les cas connus où on a des observations, qu'il n'y a aucune raison de douter de ce théorème des airs. Donc voilà un petit peu où on en est dans cette première phase. Stephen fait de la relativité générale et s'intéresse à ces objets qui sont des trous noirs. C'est de la physique classique. Vous n'avez pas vu un seul h-bar, aucune constante de Planck dans tous ces transparents. Et donc il a ces deux théorèmes, celui sur les singularités vers 66 et le théorème des airs en 1971. Et c'est là, en fait, c'est de ces deux théorèmes que nos vrais soucis vont commencer. Mais pendant cette première période, vous voyez, les trous noirs, c'est un peu comme des objets passifs. On ne peut avoir aucune information sur ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir. Si de la matière tombe à l'intérieur du trou noir, le trou noir ne fait que grossir, et puis c'est tout ce qui se passe. Rien d'autre. Donc voilà, et à la fin de cette première période, il va écrire ce livre, les structures à grande échelle de l'espace et du temps, avec George Ellis, qui est ici. Et il dit quelque chose de très intéressant sur cette époque, qui est la chose suivante. J'ai marqué quoi ? J'ai marqué 3, c'est ça. Au cours des 5 années suivantes, Roger Penrose, Bob Gersh et moi, nous avons élaboré la théorie d'une structure causale en relativité générale. Imaginez ce que nous ressentions face à un domaine entier qui s'ouvrait pratiquement pour nous seuls. C'était extraordinaire. Tout le contraire de la physique des particules où les gens se donnaient beaucoup de mal pour se raccrocher à la dernière idée en vogue. Cela n'a pas changé. Ça n'a toujours pas changé d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez étonnant. Quand vous faites de la relativité générale, les choses sont plutôt des petites communautés, peu de gens qui travaillent plutôt lentement, alors qu'en physique des particules, vous avez des grands groupes et tout le monde cherche à découvrir une nouvelle particule dans une excitation assez frénétique. Je redirigeai certaines de mes conclusions dans un essai qui remporta un prix Adam à Cambridge en 1966. Ce fut le point de départ du livre « La structure à grande échelle de l'espace-temps », celui-ci, que j'écrivis avec George Ellis et qui fut publié dans les presses universitaires de Cambridge en 1973. Ce livre est toujours disponible parce qu'il offre pratiquement le dernier mot en matière de structure causale de l'espace et du temps. Et ça, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ça, c'est un livre qui a maintenant 45 ans et où tout continue à être utile et valide. Alors c'est beaucoup de mathématiques concernant les structures de l'espace et du temps, autour des trous noirs, dans la cosmologie, mais tous les théorèmes qui sont démontrés sont encore utiles. C'est assez extraordinaire pour un livre de nos jours d'avoir une utilité comme ça et une pérennité sur presque 50 ans. Donc voilà, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette étape ? On a finalement parlé de ce trou noir qui avait un certain rayon, ce rayon de Schwarzschild, qui était lié à sa masse, et comme c'était une sphère, il avait une surface, et cette surface, on a ce théorème sur les airs, le trou noir ne peut qu'augmenter. Donc maintenant, après R, je passe à la seconde lettre de mon exposé, S.
le trou noir comme une machine. Ça, c'est spécial pour Jérôme Pérez, donc. Alors, en 1971, ils vont prouver, alors quand je dis « ils », c'est quelqu'un qui s'appelle Werner Israel, il y a Stephen Hawking, Roger Penrose et David Robinson. Ils vont développer un théorème qu'on appelle le théorème de Calvici, ou comme John Wheeler de l'université de Princeton a résumé, un trou noir n'a pas de poils. Donc je ne sais pas si en termes de théorème mathématique, ça vous inspire vraiment quelque chose. Mais ce théorème, en fait, ça nous dit qu'un trou noir, c'est un objet très très simple. Si vous voulez caractériser un objet physique, une personne par exemple, vous devez donner sa taille, vous devez donner son envergure, sa masse, et plein de caractères, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, une grande liste de paramètres. Eh bien pour un trou noir, vous n'avez que 3 nombres à donner. Sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique. Son moment cinétique est relié à sa rotation sur lui-même. Donc en fait, on caractérise un trou noir simplement par 3 nombres. Et ceci, ça prouve que c'est plus simple qu'une particule élémentaire. Une particule élémentaire, vous devez aussi donner sa masse, sa charge électrique, son spin, mais vous devez dire, par exemple, si c'est un baryon, si c'est un lepton, comme les électrons. Donc en fait, vous avez donné plus d'informations pour décrire une particule élémentaire que pour décrire cet astre. Alors ça, c'est surprenant. On a quand même le sentiment qu'une étoile, c'est plus compliqué qu'une particule élémentaire, puisque c'est fait de plein de particules élémentaires. Ces étoiles, elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes pour donner un trou noir. Et cet objet-là, c'est l'objet le plus simple de toute la physique en termes de la quantité d'informations dont j'ai besoin pour le décrire. Donc vous voyez, là, ça commence à me poser des questions. Comment se fait-il que la gravitation, dont les équations sont très compliquées, mène à des objets aussi simples? Donc tout ça est très bizarre, et en particulier, les gens réalisent que si je prends une étoile qui s'effondre en trou noir, eh bien ce trou noir va être caractérisé par les 3 nombres, la masse de l'étoile, la charge électrique qui est en général nulle, et le moment cinétique. Mais en fait, cette étoile, elle a beaucoup plus de caractéristiques. Donc je pourrais prendre le Soleil, je pourrais prendre une étoile dont la composition chimique est différente, dont le rayon initial est différent, dont la température est différente. Quelles que soient les propriétés de cette étoile, je vais avoir un trou noir qui pourra être identique. Et donc toute l'information sur l'objet qui forme le trou noir est perdue dans le processus de formation du trou noir. Vous voyez, ça commence à être vraiment un objet très bizarre. Alors la première personne qui va se dire qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est lui, Jacob Bekenstein, en 1971. Il est étudiant à l'université de Princeton, c'est un étudiant de John Archibald Wheeler, qui est un des grands physiciens du XXe siècle. Et en fait, Bekenstein réalise que les 2 théorèmes qui ont été démontrés par Stephen Hawking sur les trous noirs, en fait, sont en contradiction avec la thermodynamique. Alors c'est là qu'on doit commencer absolument à dire un mot sur la thermodynamique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la thermodynamique, c'est cette science qui s'occupe des machines thermiques, les machines à vapeur, les moteurs, les réfrigérateurs. Et quelque part, elle vous dit comment, à partir de sources de chaleur froides et chaudes, vous pouvez extraire du travail, si c'est une machine thermique, ou comment, à partir de travail et puis d'une source de chaleur, vous pouvez soit créer du chaud, soit créer du froid, suivant la façon dont vous faites fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie est capable de dire des choses très générales sur ces systèmes sans pourtant connaître le détail exact de fonctionnement avec tous les pistons. Et en particulier, elle peut vous donner des résultats sur le meilleur rendement possible d'une machine thermique, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a été développé au moment où on est rentré dans la révolution industrielle. On a commencé à utiliser des machines, et elle s'est intéressée énormément à la notion de chaleur. Et elle repose sur 4 lois. La première loi nous dit que les parties d'un système à l'équilibre thermique ont la même température. Ça, vous l'avez tous expérimenté. Hein. Vous prenez de l'eau chaude et de l'eau froide, vous les mélangez, ça fait de l'eau tiède. Il n'y a pas une partie de l'eau qui est chaude et une partie de l'eau qui est froide. Donc, on arrive à un équilibre, on arrive à définir une température, une homogénéisation des températures du système. La chaleur est une forme d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'on pensait que la chaleur n'était pas la même chose que le travail. On s'est rendu compte qu'il ne s'agissait que 2 formes d'énergie. Si ce sont 2 formes d'énergie, donc 2 aspects de la même chose, on peut transformer l'un en l'autre, on peut transformer du travail en chaleur, de la chaleur en énergie. Et en fait, on va montrer que l'énergie totale d'un système est conservée et qu'elle peut se répartir de façon différente entre travail et chaleur. Et que donc ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser pour décrire le fonctionnement de ces machines. Alors en ce qui concerne la température, le zéro absolu de température est inaccessible.
Et puis la deuxième loi, vous voyez, on la met, c'est bizarre, hein, on fait 0, 1, 3, 2, c'est pas juste qu'on fait exprès, c'est qu'on met les choses faciles d'abord. Et la deuxième loi, qui est vraiment plus difficile à comprendre, on la met à la fin. Elle nous dit que l'entropie, chose que, voilà, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, d'un système isolé ne peut que croître au cours du temps. Donc elle nous dit qu'il existe une quantité qui caractérise un système physique qui ne peut que croître, qu'augmenter au cours du temps. Alors cette deuxième loi, elle a été postulée, elle a été établie, formulée par Clausius en 1865, mais en fait, c'est après de nombreuses années, elle avait différentes formes, déjà sur les machines thermiques, et une formulation à peu près équivalente, pas exactement équivalente, et que la chaleur ne peut s'écouler que du froid vers le chaud. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez probablement expérimenté. Et donc, Bekenstein connaît tout ça, la thermodynamique, il l'a appris quand il était étudiant. Il a étudié les travaux de Hawking avec ces deux théorèmes, et il réalise que ces deux théorèmes permettent de faire le crime parfait contre la seconde loi de la thermodynamique. Alors ça, c'est grave. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, vous avez vu cette quantité qui s'appelle entropie, on a dit qu'elle ne peut qu'augmenter. Et ce que dit Bekenstein, il dit c'est tout simple. Vous prenez un système, par exemple, un ballon avec un gaz très très chaud, donc qui a beaucoup d'entropie, il a aussi une masse, un moment cinétique, une charge électrique, vous le jetez à l'intérieur du trou noir, l'entropie de ce système, vous voyez, est non nulle, mais une fois que c'est l'intérieur du trou noir, vu qu'il n'est caractérisé que par ces trois nombres, l'entropie, elle a disparu de l'univers, comme je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers, elle est nulle. Si elle était non nulle et positive, elle était positive, non nulle et positive, elle devient nulle, ça veut dire qu'elle a diminué. Donc vous avez violé la seconde loi de la thermodynamique. C'est tout. Parce qu'il existe vraiment un trou, un vrai trou dans l'univers dans lequel vous pouvez un peu jeter vos ordures. Hein, le désordre de l'univers peut être mis dans le trou. Et donc l'entropie peut disparaître de l'univers. Et donc ça veut dire que si les deux théorèmes établis par Stephen Hawking en 71 et en 66 sont corrects, alors la deuxième loi de la thermodynamique, sur laquelle le fonctionnement de beaucoup de machines thermiques repose déjà depuis un siècle, n'est pas correct. Donc vous voyez là, on commence à être un petit peu embêté parce que quelque part, il y a une branche de la physique qui a des succès depuis un siècle et on montre que si ces objets-là existent vraiment dans la nature, alors vous n'êtes pas en train d'utiliser des lois correctes pour décrire la nature. Donc ça, les théoriciens adorent ça. Vous avez deux pans théoriques et quelque part, vous avez trouvé une expérience de pensée qui fait que vous obtenez deux conclusions différentes, contradictoires, en utilisant deux théories physiques différentes. Et là, ça vous dit, il va falloir réfléchir à comment les rendre cohérentes ensemble. Et si c'est vrai, alors la thermodynamique va perdre complètement son pouvoir prédictif et quelque part, tout ce qu'on sait, toutes ces fondations vont s'effondrer. Donc ça, c'est grave. C'est grave, mais comme toujours, c'est comme dans le cinéma, ça c'est pour Quentin, celui-là, c'est comme dans le cinéma, le crime n'est pas vraiment parfait, le crime est presque parfait. D'accord ? Presque parfait, et c'est sur ce presque que Bekenstein va finalement faire une contribution majeure, mais pour cela, il faut comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'entropie. Alors, la compréhension de ce concept d'entropie remonte à Boltzmann, et quelque part, il caractérise des propriétés d'un système physique. Quand vous avez un système qui est un système macroscopique, par exemple un vase avec un gaz à l'intérieur, eh bien, quand vous le regardez comme un vase avec un gaz à l'intérieur, vous pouvez mesurer sa pression et sa température. Mais vous savez qu'il est constitué de molécules d'air, ce gaz, et qu'il y a un certain nombre de molécules d'air, elles ont des vitesses, elles ont différentes positions. Donc vous ne connaissez pas tous les détails de la composition de la matière, de la distribution de la matière qui mène à cette pression et cette température. Et en fait, il existe beaucoup d'états de la matière qui vont mener au même état dans un volume donné avec la même pression et la même température. Donc quand on a un système qu'on appelle macroscopique, il existe plusieurs états microscopiques qui vont mener à cet état macroscopique. Comme je disais tout à l'heure, je peux décrire un système par sa pression et sa température, mais microscopiquement, je vais avoir la distribution de toutes les molécules de ce gaz. Donc vous voyez que quand je regarde simplement ça, je ne le regarde pas au microscope, je regarde mon enceinte avec simplement mon gaz, je n'ai accès qu'à deux nombres alors que je dois avoir beaucoup d'informations ici. Et donc ça veut dire que je perds de l'information quand je fais une description macroscopique du système, et cette entropie va caractériser cette perte d'information. Et Boltzmann va donner cette formule, va vous dire que l'entropie, elle est liée au logarithme du nombre d'états qui correspondent à un état macroscopique donné.
et que cette entropie ne peut que croître. Alors si elle ne peut que croître, ça veut dire que naturellement, vous allez rechercher des états où un état macroscopique donné peut être réalisé d'un plus grand nombre de façons possibles. Donc par exemple, ici, vous avez un verre avec des glaçons, beaucoup de glaçons, et ici, vous avez de l'eau. La question, c'est est-ce qu'il y a plus d'états microscopiques dans un verre avec des glaçons solides, même en petits morceaux, ou dans un verre d'eau? Et en fait, même si vous avez beaucoup de glaçons ici, alors qu'ici, vous avez l'impression d'avoir un seul solide, chaque glaçon, c'est un cristal, c'est un solide. Les molécules d'eau à l'intérieur du cristal sont assez ordonnées, alors qu'ici, vous avez un liquide et donc beaucoup plus désordonné. Donc, pour un état donné, vous allez avoir beaucoup plus de configuration de votre liquide que de votre verre de glace. Et donc, si l'entropie va être plus faible pour ce verre de glace que pour ce verre d'eau. Et donc, le fait que l'entropie croît au cours du temps, quelque part, ça vous dit que naturellement, eh bien, vous allez passer de cet état-là à cet état-là. Et donc, on voit que cette seconde loi de la thermodynamique qui vous dit que eh bien, l'entropie croît avec le temps, ça veut dire que vous allez perdre de l'information. Voilà deux images. Imaginons que ce soit des molécules de gaz dans un vase. Est-ce que, si je vous dis, il y a ces deux photos qui ont été prises à deux temps différents, est-ce que je suis passé de là à là ou de là à là? Qui dit de gauche à droite? Qui dit de droite à gauche? Ah, vous êtes super fort. C'est fait. Pareil, ici, j'ai un état où j'ai bien rangé mes briques, et puis ici, j'ai un état où les briques sont en tas bordéliques. Est-ce que je suis passé de là à là ou de là à là naturellement? Voilà, on est passé comme ça. D'accord? Il y a plus de façons de mettre des briques en bazar que des briques rangées. Alors ça, on l'expérimente tous, la seconde loi de la thermodynamique. La chambre de vos enfants, c'est exactement ça. Vous la rangez, hop, vous revenez, c'est dans cet état-là. Et si vous voulez diminuer l'entropie, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, exactement, mais c'est ça. Alors, bon, ça c'est la version Pierre Thomas de la physique, mais si tu veux, c'est exactement ça. Il ne faut pas que ça soit un système isolé, il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui agisse, donc dire range ta chambre, ou tu la ranges toi-même, voilà. Et donc il va falloir absorber l'entropie en étendant le système. Donc vous voyez, on comprend que cette seconde loi de la thermodynamique, elle est liée à ce qu'on appelle la flèche du temps, le fait que quand on voit un système évoluer, eh bien naturellement, son évolution semble logique. Alors vous voyez ici, si je prends un gaz et que je mets toutes les molécules de gaz dans un coin, vous savez que la nature a horreur du vide, finalement c'est la seconde loi de la thermodynamique, ce gaz va se répandre dans toute l'enceinte, et en fait le temps va dans cette direction, et l'entropie va croître dans cette direction. Donc voilà ce que dit la thermodynamique, et voilà ce que Boltzmann a compris, mais pour le comprendre, il fallait faire une version microscopique de la matière, une description microscopique de la matière, ce qu'on n'était pas capable de faire au XVIIIe siècle. Alors vous voyez, il y a quelque chose d'important, j'ai mis cette constante de Boltzmann, c'est juste parce que la dimension de cette entropie, c'est une énergie divisée par une température, eh bien c'est lié à cette constante. Donc dès que vous allez voir cette constante-là, ça veut dire, il y a de la thermodynamique, ça veut dire qu'il y a une description microscopique sous-jacente. Alors, il y a déjà eu un problème dès le départ, avant même de parler des trous noirs, dès qu'on mélange ces choses-là avec la gravitation. Parce que la gravitation, et Hubert nous l'a dit tout à l'heure, elle est attractive, elle a tendance à ce que les objets se rapprochent les uns des autres. Si vous prenez un gaz avec des particules massives, ils vont avoir tendance à s'attirer par la gravitation, éventuellement à former des trous noirs. Et vous avez vu, l'évolution, elle semble inverse à l'évolution naturelle d'un gaz dans lequel la gravitation serait complètement négligeable. Donc ça nous dit déjà, entropie plus gravitation, il va falloir faire attention. Ça, les gens le savaient depuis longtemps. Ils ont essayé de définir ce qu'on appelle la thermodynamique des systèmes autogravitants. C'est une branche de la physique qui est passionnante et qui essaye de réconcilier ces différents types de comportements en essayant d'attribuer une entropie à la gravitation. Alors revenons à Bekenstein. Bekenstein, c'est tout ça par cœur. Et donc, ce qu'il dit, il dit il n'y a qu'une solution. Il fait une analogie. Donc là, ce n'est même pas une démonstration mathématique. Donc il est dans la période de créativité. Vous êtes dans votre tableau et vous essayez de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche avec les trucs que j'ai à ma disposition. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a le théorème de Hawking qui vous dit que l'air croît toujours et que si le trou noir en fait rien, on peut l'utiliser comme une pompe à entropie et qu'on va avoir un problème. Et donc ce qu'il dit, c'est simple, je vais généraliser la seconde loi de la thermodynamique et je vais supposer que le trou noir a une entropie, donc ça il suppose, il n'y a rien qui le prouve, il décide, et il va dire, je vais supposer qu'elle est proportionnelle à son air, puisque l'air croît toujours, c'est bien, ça va un peu comme l'entropie, donc j'ai un truc qui croît toujours, ça peut être ça.
Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette aire, elle pourrait caractériser la perte d'information. Si je prends un système, il rentre dans le trou noir va augmenter, mais j'ai perdu toute l'information qui concernait ce système-là. Et donc, à la fin, je me retrouve avec un système qui est un seul trou noir, qui est l'entropie du trou noir. Et vous voyez, j'avais l'entropie extérieure de mon système avant, l'entropie de ce trou noir. Et il est possible, si je me débrouille bien dans mes formules, que là, quand je prends que l'entropie totale, c'est l'entropie du trou noir plus l'entropie de ce qu'il y a en dehors du trou noir, que cette quantité-là soit de nouveau croissante. Et là, je sauve la thermodynamique. Vous avez compris la logique? Donc ça, c'est les choses que vous faites sur votre bout de papier. Là, au tableau, j'imagine, avec Wheeler, ils ont discuté ces choses-là. Ils ont dit, on va supposer ça. Et donc, l'augmentation de l'aire du trou noir compenserait la perte d'information quand de la matière tombe à l'intérieur du trou noir. Alors maintenant, il faut trouver une formule. Alors, je vais vous montrer comment on trouve les formules en physique. C'est comme ça qu'on fait tous les jours sur le tableau. Donc, on dit, j'ai deux quantités, entropie et une surface. La surface, c'est des mètres carrés. On est tous d'accord avec ça? L'entropie, je vous ai dit, c'est comme la constante de Boltzmann, c'est une énergie, donc des joules divisées par une température des Kelvin. Voilà. Ça, tout le monde le sait dans un laboratoire de physique. Voilà, ils savent ça. Je veux relier les deux. Comment je fais? Eh bien, je vais dire, mon entropie, c'est un truc qui a cette unité-là, donc je mets la constante de Boltzmann, et je ne peux pas prendre l'air parce que c'est des mètres carrés, je ne veux pas de mètres carrés. Donc je vais diviser par une longueur au carré, comme ça n'est plus il n'y a plus de mètres carrés. Et puis, éventuellement, je vais avoir un nombre qui peut valoir 2, 25, pi, racine de 3, j'en sais rien. Et donc, je devine que la formule pour l'entropie du trou noir, ça doit être un nombre fois la constante de Boltzmann fois l'aire du trou noir divisé par une certaine longueur au carré. Quelle longueur choisir pour elle? Alors, vous réfléchissez, vous vous dites, bon, le trou noir, il ne dépend pas, je ne peux pas prendre le rayon de la Terre, par exemple, il s'en fout que la Terre existe, le trou noir. Je ne peux pas prendre la masse d'une particule, parce que pourquoi cette particule plutôt qu'une autre? Donc Bekenstein cherche la longueur la plus universelle qu'il peut construire, et John Wheeler lui propose d'utiliser ce qu'on appelle la longueur de Planck, qui est une longueur qui est construite à partir de la constante de Planck, de la constante de gravitation et de la vitesse de la lumière. Alors cette longueur, elle apparaît comme l'échelle caractéristique en deçà de laquelle on doit décrire la gravitation de façon quantique. Et donc, il lui propose ça. Donc, vous voyez que si je mets ça dans cette formule-là, je vais obtenir la première formule obtenue par Bekenstein, qui est que l'entropie, c'est un nombre, la constante de Boltzmann, la vitesse de la lumière, h bar de Planck, g de Newton et l'aire du trou noir. J'ai une formule. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, là, j'ai fait du bidouillage, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est souvent comme ça qu'on commence. C'est-à-dire, avant de démontrer les choses, il faut avoir une idée de ce que l'on veut démontrer. Et donc, ils ont fait cet exercice, c'est ce qu'on appelle de l'analyse dimensionnelle. Ils ont essayé de trouver la forme la plus probable que pourrait avoir cette entropie des trous noirs. Maintenant, reste à savoir si ça marche. Alors, comme vous avez une formule, Bekenstein, par un petit argument super subtil que je ne vous expliquerai pas, il a une idée que ce nombre-là, il vaut 0,28. C'est son idée. Bon. C'est son idée, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, d'accord, mais c'est son idée. Et donc, il fait un calcul. Il dit, prenons le Soleil, imaginons que le Soleil se transforme en trou noir. Alors, il connaît la température du Soleil, ainsi de suite. Il peut estimer que l'entropie du Soleil, c'est 10 puissance 58 fois la constante de Boltzmann. Si le Soleil se forme en trou noir, on a un trou noir qui a la masse du Soleil, donc il connaît l'aire du Soleil, et comme il connaît l'aire du Soleil, il peut trouver l'entropie du trou noir. Donc, il trouve que c'est 10 puissance 78. Donc, en se transformant en trou noir, l'entropie du Soleil est multipliée par 10 puissance 20, donc 1 avec 20 zéros derrière. Donc c'est énorme. Et en fait, à l'époque, si on prend tous les processus de dissipation connus en termes thermodynamiques et thermiques, il n'y a aucune façon d'obtenir des amplifications de l'entropie de cette chose-là. Ça voudrait dire des températures énormes. Et le trou noir, c'est un trou, il n'y a rien qui sort, donc il n'y a pas de température pour le trou noir. Et donc, ce que va dire Bekenstein, en fait, cette entropie-là, elle n'est pas de la même nature que l'entropie que j'avais en thermodynamique. Elle caractérise vraiment toute l'information que j'ai perdue quand un objet se transforme en trou noir. Il prend l'interprétation de Boltzmann. Et donc, ça voudrait dire aussi que l'objet que vous appelez trou noir, qui n'était caractérisé que par 3 nombres, a en fait plusieurs configurations qui vous sont complètement inaccessibles parce qu'il y a l'horizon, mais en fait qui existent. Comme quand vous avez un gaz, eh bien, son entropie va vous dire le nombre de configurations des atomes de ce gaz qui vont donner cette pression et cette température. Donc il dit que c'est exactement la même chose que pour un gaz.
Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de cette formule-là, s'il a raison? Comment est-ce que Bekenstein voit une étoile qui se transforme en trou noir? Alors là, vous avez le temps, c'est le diagramme que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mon étoile, donc vous voyez, il n'y a pas de trou noir, donc l'entropie du trou noir est nulle, et puis l'entropie de l'extérieur, donc de l'étoile, vaut quelque chose. L'étoile s'effondre, elle chauffe, donc cette entropie augmente un petit peu. L'horizon se forme, à partir de là, j'ai un trou noir. Toute l'étoile rentre dans le trou noir, et vous voyez ce qui se passe? Le trou noir a une entropie qui augmente, ça c'est le deuxième théorème de Hawking, et puis la matière, elle est toute absorbée par le trou noir, donc à la fin, il n'y a plus de matière à l'extérieur, donc elle tombe vers zéro. Et ici, par exemple, j'avais un tout petit sac avec de la matière, donc il y a un petit peu d'entropie, et au moment où il rentre dans le trou noir, celle du trou noir augmente un peu, et l'entropie de l'extérieur devient à zéro. Donc là, on comprend, si cette formule est correcte, que l'entropie du trou noir vérifie ce que Hawking disait, elle est toujours croissante. L'entropie de la matière peut décroître à l'extérieur parce qu'une partie de la matière est absorbée par le trou noir et donc on perd de l'information. Mais, comme le postule Bekenstein, l'entropie totale de l'univers, en ajoutant celle du trou noir et celle de la matière, est toujours croissante et donc on sauve la thermodynamique. Est-ce que vous avez compris le tour de passe-passe? D'accord. Même si vous n'avez pas compris, ce qui est important, c'est de vous dire, au départ, c'est souvent comme ça qu'on fait de la physique au départ. On n'écrit pas des équations qu'on essaye de résoudre. On essaye de se dire, comment est-ce que je peux réconcilier les choses? Quelles sont les briques que je dois mettre ensemble pour pouvoir avoir quelque chose qui fait sens? Là, l'histoire de Bekenstein, elle fait sens. C'est-à-dire qu'il arrive à réconcilier des théorèmes mathématiques sur les trous noirs avec la thermodynamique et avec une interprétation de cette entropie qui est due à Boltzmann. Donc ça fait sens. On va laisser un tout petit peu nos amis américains et on retourne en Europe. Et pendant ce temps, en Europe, eh bien, Stephen Hawking et plusieurs de ses collègues travaillent sur le même problème, d'essayer de réconcilier le problème de cette entropie des trous noirs et de la seconde loi de la thermodynamique. Et tout le monde se rencontre aux Ouches, les Ouches qui sont à côté de Chamonix, où il y a une école de physique qui a été fondée après la Seconde Guerre mondiale, finalement pour relancer la physique française. Et donc on avait des gens qui venaient pour faire des écoles d'été, des étudiants, des chercheurs se retrouvaient là et passaient 1 mois ou 2 mois aux Ouches à faire de la physique dans toutes les disciplines. Et donc ici, vous êtes dans une des salles des Ouches et vous avez Yuval Ne'eman, qui est un grand physicien, théoricien israélien, qui lui aussi a malheureusement fini ministre. Ici, vous avez Bryce DeWitt, qui est le mari de Cécile DeWitt, qui est la fondatrice de cette école des Ouches. Et là, vous avez Kip Thorne, jeune, donc, qui a eu le prix Nobel l'année dernière. Et donc, il travaille, c'est en 1972, sur ces histoires de trous noirs. Et à la fin des séances, vous avez toujours un livre qui est rédigé avec toutes les contributions des gens qui sont venus enseigner. Et en général, ce sont des professeurs, mais vraiment top niveau, et du monde entier. Et donc, ces recueils-là, il y a des collections depuis maintenant plus de 50 ans. Alors, c'est là où Stephen travaille sur ce genre de choses. Et juste avant, vous voyez, c'est publié en 73, en 73. Donc juste après cette école des Ouches, il fait un article avec Bardeen. Est-ce que vous connaissez Bardeen? C'est James celui-là. Vous voyez, c'est James. C'est le fils. Je dis c'est le fils pour ceux qui sont connaisseurs de prix Nobel, parce qu'il y a des gens qui sont connaisseurs de prix Nobel. Bardeen, dans les prix Nobel, c'est grand cru. C'est la seule personne qui a eu 2 fois le prix Nobel de physique. Et il a appelé son fils James, et puis comme c'était un physicien, il a mis M. Il l'appelait Maxwell, comme les équations. Donc faites attention si vous avez le prix Nobel. Donc James Maxwell Bardeen, qui est un physicien théoricien américain, Brandon Carter, donc, qui partageait le bureau avec Stephen Hawking quand ils étaient étudiants, et qui sont toujours à Cambridge. Et ils vont formuler ce qu'ils appellent les 4 lois de la mécanique des trous noirs. Attention, ce n'est pas la thermodynamique, c'est la mécanique. Et c'est là que les choses vont être compliquées, parce qu'il y a des termes qui vont se ressembler. Et donc, ils vont faire un peu comme la thermodynamique, ils vont postuler un certain nombre de lois. Alors, ils vont dire, loi 0, tous les points de l'horizon du trou noir ont la même gravité de surface. En gros, ça veut dire qu'un trou noir, vous ne pouvez pas dire où vous êtes comme sur la Terre. Il n'y a pas des endroits où le champ de gravité est plus grand ou plus petit. Il est uniforme sur tout le trou noir. Ça, c'est la première loi, la loi 0 des trous noirs. La loi 1, elle dicte l'évolution de la masse, du moment cinétique et de la charge en fonction de l'air et de la gravité de surface. Voilà. Elle vous dit que si votre trou noir augmente en masse, comment est-ce que l'air évolue ou comment la gravité de surface change.
La loi 3 vous dit qu'il est impossible d'annuler la gravité de surface. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Tout à l'heure, la thermodynamique vous disait qu'on ne peut pas atteindre le zéro absolu en température. Donc vous voyez, il y a des sortes d'analogies entre les termes. Et la deuxième loi, c'est la loi des airs. L'air d'un trou noir ne peut jamais décroître. Alors quand on prend ces lois, formellement, on a l'impression qu'il y a une sorte d'analogie entre les trous noirs, la surface du trou noir et son entropie, et la gravité de surface et la température. C'est comme si finalement le trou noir était une machine. C'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, vous voyez, on a fait des analogies, on a fait des bidouillages sur un tableau, et donc tout ça, c'est très formel. Et on n'est même pas sûr que ça sauve vraiment la seconde loi de la thermodynamique. Parce qu'en fait, les trous noirs ne rayonnent pas. On ne peut pas leur associer une température. Et dans la vision de Hawking, Bardeen et Carter, l'augmentation de l'air des trous noirs est strictement mécanique. Elle ne dépend pas du tout de ce qui tombe à l'intérieur du trou noir. Et puis, pire que tout, c'est même si vous vouliez faire une expérience, la température de ces trous noirs, s'il en avait une, n'est pas mesurable. Vous imaginez mettre un thermomètre, ce n'est pas possible, puisqu'on a l'horizon, et donc dès que le thermomètre rentre dans le trou noir, il n'y a plus de thermomètre. L'information n'est pas accessible. Donc tout ça fait que, en fait, personne ne croit à ces idées, à part cette petite bande en Angleterre, et puis ces 2 ou 3 personnes aux États-Unis qui réfléchissent sur ces questions. Donc c'est vraiment des gens qui sont pris un peu comme des excentriques, et il va falloir se poser la question, si je veux rendre l'analogie correcte, être capable d'associer une température au trou noir. Et c'est là que Stephen Hawking va jouer un rôle majeur. Alors, au début, où j'en étais là. Donc, au début, en fait, voilà ce que nous dit Stephen. Il nous dit, comme tout le monde alors, je tenais pour acquis qu'un trou noir ne pouvait rien émettre. Il ne pouvait pas rayonner et donc il ne pouvait pas avoir de température. Aussi bien Bekenstein que lui pensent qu'il est impossible pour un trou noir d'avoir une température. D'accord ? Donc ça, c'est réglé. Ils vont essayer de démontrer qu'il y a un problème. Et pour autant, pas longtemps après, juste 6 mois ou 1 an après, en 74, janvier 1974, eh bien voilà l'article que publie Stephen Hawking, c'est ça ici, dans la revue Nature, Black Hole Explosions. Et là, il vous explique qu'un trou noir peut s'évaporer, peut émettre des particules du rayonnement, et que ce rayonnement, c'est comme un rayonnement de corps noir, ce n'est pas exactement un corps noir, c'est ce qu'on appelle un corps gris, et qu'il est caractérisé par une température. Alors ça change complètement les choses, mais en fait, vous voyez, il était parti avec l'a priori de démontrer que ce n'était pas possible, et il va prouver le contraire. Alors je vais essayer de vous expliquer d'où vient cette température. Et c'est là où les choses vont encore être un peu compliquées, parce qu'elles sont liées à ce qu'on appelle le vide. Alors le vide, c'est horrible le mot vide, parce qu'il a une histoire qui remonte au grec, et il n'y a pas 2 personnes qui conçoivent le vide de la même façon. Donc ici j'ai pris l'encyclopédie, voilà ce que nous dit Jucur et Rousseau, 1751, le vide, il y avait un U, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le vide, espace destitué de toute matière. Les philosophes ont beaucoup disputé de tous les termes de l'existence du vide, et ainsi de suite. Donc c'est un espace où il n'y a pas de matière. Alors on va comprendre que c'est plus compliqué que ça, parce que si je prends une enceinte, que je retire toute la matière, est-ce que c'est vide? Non, il peut y avoir du rayonnement à l'intérieur. Si je voulais vraiment que ça soit vide, retirer tout le rayonnement, il faudrait essayer d'atteindre le zéro absolu. Donc ça, on voit déjà que faire le vide est quelque chose de très compliqué. Et puis surtout, la mécanique quantique va s'inviter dans cette description. Et dans la mécanique quantique, la notion du vide va être radicalement différente. Parce que si vous avez un espace vide, ce qui peut se passer, c'est que pendant un instant infiniment court, vous ayez une violation de la conservation de l'énergie et que du vide sorte une paire d'une particule et de son antiparticule, par exemple un électron et un positron, qui vont s'annihiler tellement rapidement qu'en fait, cette violation d'énergie n'est pas accessible à cause des inégalités d'Heisenberg. Et donc, on a compris que le vide avait toute une structure. Ce qu'on devait appeler vide d'une théorie, c'était son état d'énergie minimum, mais que ce vide était constitué de beaucoup de paires particules et antiparticules qui, de façon continue, se créaient et s'annihilaient. Donc voilà la façon dont on représente le vide. D'accord ? Avec des particules, son antiparticule, création, donc violation de l'énergie, mais l'énergie est violée que pendant ce temps-là, puisque ici je m'annihile de nouveau, donc voilà, le bilan d'énergie n'est pas vu. Donc c'est un peu comme avec les policiers, vous savez, pas vu, pas pris. Vous avez le droit de rouler au-dessus de 80, mais voilà, de façon très très courte, pour qu'on n'ait pas le temps de mesurer que vous avez violé la loi. Donc ça, c'est possible en mécanique quantique. Et en fait, on s'est rendu compte que cette structure-là,
elle a des propriétés très étonnantes. Si vous mesurez ici les particules, la densité de particules, j'ai peut-être un espace vide. Si maintenant je me mets à courir à une accélération constante par rapport à cet espace-là, eh bien je vais voir apparaître des particules qui vont avoir un spectre thermique avec une température qui va être proportionnelle à mon accélération. Et ça, c'est un Canadien qui s'appelle William Unruh qui, en 1976, démontre ça. Et voilà, en fait, le point de départ du rayonnement de Hawking. Donc, à partir de cette structure, il va expliciter et démontrer en 1975 création de particules par les trous noirs, où il va donner cette fameuse loi, ici c'est des Kelvin, donc on parle de température, cette formule pour la température qu'il faut associer à un trou noir. Et vous voyez ici, on voit des S, donc c'est des entropies, des A, c'est l'air des trous noirs. Donc il parle de la seconde loi, ici la généralisation de la seconde loi de la thermodynamique par Jacob Bekenstein. Et donc pourquoi est-ce que le fait que le vide ait cette structure permet à un trou noir de rayonner? Eh bien, c'est à cause de la propriété de cette surface. Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est une surface où on peut aller de l'extérieur vers l'intérieur, mais pas de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si vous avez la création d'une paire particule-antiparticule loin du trou noir, eh bien, elle va se recombiner très rapidement. Mais si je suis proche, il est possible que l'un des deux partenaires ou les deux partenaires tombent à l'intérieur du trou noir. Mais de façon effective, si j'ai cette particule qui tombe dans le trou noir, eh bien celle-là, elle n'a plus personne pour se recombiner avec. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partir à l'infini. Et donc, c'est comme de façon effective, c'est comme si le trou noir émettait des particules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une polarisation du vide autour du trou noir. Et on a des systèmes tout à fait similaires en laboratoire dans lesquels on peut avoir des rayonnements de particules. Mais ça, on voit que si c'est ça l'explication de la température des trous noirs et du rayonnement des trous noirs, alors c'est un phénomène qui est strictement quantique. Or, avant, vous voyez, il n'y avait pas du tout de mécanique quantique. Donc c'est ce que comprend Hawking. Il comprend que les trous noirs rayonnent des particules, que c'est un phénomène strictement quantique. Son spectre, c'est ce qu'on appelle un spectre de corps gris. C'est comme un corps noir, mais avec un problème de normalisation, on va dire. Et il trouve la température, c'est la formule qui est gravée sur sa tombe, ici, et qui dépend donc de la constante de Planck, de la masse du trou noir. Et vous voyez, c'est au dénominateur. Donc plus le trou noir a une masse faible, plus sa température va être élevée. Et si le trou noir émet des particules, ça veut dire que sa masse diminue. Et donc, il va s'évaporer. Alors, vous voyez, il y a quand même déjà un truc assez intéressant, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit. On est parti du théorème des airs qui disait que l'air des trous noirs ne faisait qu'augmenter. Et là, je vous dis que le trou noir, la conclusion de tous ces trucs logiques, c'est que c'est le contraire, c'est que le trou noir s'évapore, donc sa surface diminue. Alors, est-ce que c'est incohérent ou pas, à votre avis? Bon, non, il est tard, c'est la fin du festival, donc je vais me le faire moi-même. Le théorème que Hawking avait trouvé, il l'avait démontré avec la relativité générale. Donc c'était un théorème de mécanique strictement classique. Et ici, vous voyez, c'est de la mécanique quantique, comme je l'ai déjà dit. Donc ce théorème était vrai classiquement, c'est l'incohérence de deux résultats classiques qu'on a voulu réconcilier, que l'on réconcilie au prix de la mécanique quantique et qui font que le premier résultat, en fait, était faux. Et donc, ce qui se généralise, eh bien, c'est la loi de Bekenstein, la deuxième loi de la thermodynamique de Bekenstein, alors que la deuxième loi de la mécanique des trous noirs, de Bardeen, Carter et Hawking, elle est fausse, parce qu'elle est strictement classique. Donc ça aussi, c'est important, parce que ça arrive souvent en science. Vous partez de trucs que vous croyez corrects, et en fait, vous allez montrer qu'il y avait une de vos hypothèses qui était fausse, mais cependant, le raisonnement vous permet d'atteindre un résultat correct. Et ça, c'est dur. Donc ça arrive souvent, de temps en temps. Et dans ce cas-là, voilà ce qui se passe. On reprend l'image de tout à l'heure. J'ai mon trou noir qui s'effondre. J'ai au départ l'entropie ici mon étoile qui s'effondre, l'entropie de l'étoile. L'étoile devient un trou noir, donc l'entropie de l'étoile tombe à zéro. J'ai formation du trou noir, donc l'entropie du trou noir était nulle jusqu'au moment où il se forme, et ensuite j'ai l'entropie du trou noir ici. Et le trou noir rayonne, donc sa surface diminue, donc l'entropie du trou noir diminue, mais comme il y a un rayonnement, lui, c'est des particules avec une température, eh bien, il y a une entropie associée. Donc l'entropie de la matière augmente de nouveau, et donc l'entropie totale augmente. Et donc là, vous voyez que le fait que ça diminue, ça contredit le théorème des airs classique qu'avait démontré Hawking en 1971. Mais pour autant, le fait que ça augmente ici, ça confirme
la seconde loi de la thermodynamique généralisée par Bekenstein avec la température de Hawking. Donc vous voyez, c'est un truc qui est un peu compliqué parce que historiquement, on a quelque part fait une hypothèse incorrecte pour nous amener à un résultat correct. Quoi correct? Crédible. Alors à partir de ça, on peut mettre des chiffres. On peut se poser la question de savoir quelle est la durée de vie d'un trou noir qui s'évapore. On voit que si on a un trou noir qui a une masse solaire, eh bien c'est 10 puissance 66 années, soit en gros 10 puissance 55 fois l'âge de l'univers. Donc finalement, c'est quelque chose qui vous n'allez pas observer dans votre univers, et avec une température qui est très très faible, 10 puissance moins Kelvin. Et en fait, cette température est plus petite que la température du fond diffus cosmologique de 2,725 Kelvin qui baigne tout l'univers, ce qui fait que le trou noir absorbe cette température, ces photons-là, et donc augmente parce qu'il absorbe plus de rayonnement qu'il n'en émet. Donc le trou noir, en fait, grossit. Mais si maintenant je prends un trou noir qui a 1 milliard de tonnes, eh bien, sa température, ça va être 100 milliards de Kelvin, et sa durée de vie, 10 milliards d'années. Et en fait, on a un objet qui va produire 6000 mégawatts. Alors 6000 mégawatts, c'est l'équivalent de 6 ou 7 centrales nucléaires. Donc ça, les gens se sont dit, on a des objets qui vont être très énergétiques, qui vont s'évaporer sur un temps qui est petit devant l'âge de l'univers, on devrait pouvoir les observer. Et ça, c'est important, parce que si on observe ces évaporations-là, alors on va pouvoir commencer à passer du théorème mathématique à la théorie physique. On va pouvoir la confronter à un phénomène de notre univers. Et donc, on s'est posé la question de savoir si ce phénomène d'évaporation était des sources gamma dans l'univers. Et puis pour Roland, je sais qu'il adore ça, ça peut être une source d'énergie pour l'étoile de la mort. Il avait pensé à ça, c'est-à-dire mettre ça à l'intérieur de l'étoile de la mort, parce que c'est finalement assez petit, ça produit beaucoup d'énergie, et ça peut être... voilà. Alors après, il faut le garder. Hein. Bon, vous demanderez à Roland de vous expliquer comment on fabrique un moteur avec un micro-trou noir, mais c'est des choses qui potentiellement sont possibles. Donc voilà, donc si je conclus là-dessus, c'est que on a ici la contribution vraiment majeure de Stephen Hawking, c'est-à-dire que le fait de réaliser que la cohérence entre la relativité générale et la mécanique quantique implique que les trous noirs doivent rayonner, que ce rayonnement est un rayonnement thermique qui a une température qui est donnée par cette formule. Et vous vous rappelez, il y avait le petit paramètre là, de Bekenstein qu'il avait estimé à 0,28. Et les résultats de Hawking nous disent que c'est exactement un quart, donc 0,25. Donc ça fixe tout. La formule est maintenant complètement exacte. Elle a été redémontrée de plein de façons différentes, sous différents types d'hypothèses. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que les trous noirs s'évaporent. Et tous les trous noirs qui ont une masse plus petite que 10 puissance 22 kg émettent plus d'énergie qu'ils n'en reçoivent du fond diffus cosmologique. Donc tous ces trous noirs-là vont avoir tendance à s'évaporer. Donc là, vous voyez, ça va rajouter aussi une couche dans l'évolution stellaire. Ce qu'on avait vu, c'est qu'une étoile en fin de vie va se transformer en supernova et former soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et ce trou noir va avoir tendance soit à grossir, soit à fusionner avec d'autres trous noirs, soit à s'évaporer. Et que ça, c'est quelque chose que l'on doit être capable d'essayer d'observer pour valider en fait, ces théories. Parce que là, on n'en est encore qu'au niveau théorique. Alors, ça, c'est un petit peu pour Hugo, parce que voilà, comme ça, tout le monde a un peu des choses pour l'année prochaine. Vous se posez la question de savoir est-ce que ces trous noirs peuvent être utiles dans la science-fiction. Et en fait, j'ai été très surpris de me rendre compte qu'autant les trous de verre et tous ces trucs de trous noirs ont été utilisés de façon énorme, mais autant les trous noirs qui s'évaporent ont été très peu utilisés par la science-fiction. Donc, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle Earth, dans lequel on a des tout petits trous noirs qui émettent des radiations de Hawking et qui ont été perdus et qui éventuellement se baladent à l'intérieur de la Terre. Ici, il y en a qui ont formé des cratères, ça c'est plutôt pour nos amis des météorites, là il y a des cratères de micro-trous noirs, là. Donc ça c'est intéressant aussi géologiquement. Et puis ici, il y a des bombes, alors ça c'est intéressant, des grenades à singularité. Donc vous voyez, ça serait des objets tellement dangereux et tellement difficiles à utiliser, parce que imaginez bien que si vous avez un micro-trou noir qui s'évapore rapidement, il n'attend pas que vous lui disiez de s'évaporer, il s'évapore. Donc il faut trouver un moyen qu'il ne s'évapore pas, donc il faut le mettre dans une enceinte avec qui aurait la même température que sa température d'évaporation pour le nourrir en même temps. Voilà. Donc c'est compliqué, et ça a été interdit par les autorités intergalactiques, quoi. Donc ça c'était plus pour Roland et Hugo, peut-être qu'ils pourront nous en parler l'année prochaine, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet. C'était un peu un problème. Donc voilà, donc le trou noir s'évapore, bon, très bien. Et là, comme toujours en physique, comme souvent en physique, on est à la fois content et on se dit non, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même un problème dans cette histoire. Que reste-t-il quand le trou noir s'évapore?
Parce que vous vous rappelez, il y avait ce théorème de les singularités, la conjecture sur les singularités nues. D'accord ? La nature n'aime pas les singularités. Si le trou noir s'évapore, qu'est-ce qui reste ? Juste une singularité, donc ce qui contredirait le théorème. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, le théorème des airs, tout ça, ça repose aussi sur ce théorème-là, sur cette conjecture-là. Et puis, les gens se sont dit, mais attendez, je jette de l'information dans le trou noir, certes, il y a de l'entropie, mais je rayonne avec une température. Donc, en fait, toute l'information est perdue. Où est passée l'information ? On peut se dire, on s'en fout, l'information a été détruite, tant pis. Alors, classiquement, ça ne nous pose aucun problème que l'information soit détruite, mais en mécanique quantique, en fait, on sait que l'information, elle, doit être conservée. Et donc, cette évaporation des trous noirs, le fait que l'information pourrait être perdue à un trou noir, est ce qu'on appelle le problème de l'information. Et ça, c'est encore un problème qui est un problème ouvert aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le résoudre. Et les espoirs, bien sûr, c'est qu'en essayant de comprendre l'évaporation des trous noirs et la conservation de l'information dans cette évaporation, eh bien, on arrive à avoir des propriétés de notre théorie quantique de la gravitation et donc avoir des idées de comment nous aiguiller. Donc là, pour l'instant, c'est des choses sur lesquelles les gens travaillent depuis 20 ans et sur lesquelles nous n'avons que très très peu d'informations. Donc voilà, je vais finir avec un petit récapitulatif. On a 3 théorèmes de 66, 71 et 70 qui dépendent de la relativité générale classique. Et puis, les incompatibilités de ces 3 théorèmes et la thermodynamique nous amènent dans le domaine de la mécanique quantique avec 2 contributions majeures qui sont la mécanique des trous noirs et la température d'évaporation des trous noirs. Et puis ce lien finalement entre thermodynamique, gravitation qui est vraiment dû à la mécanique quantique. Et donc tout cela, et c'est pour ça que ces résultats sont importants aujourd'hui, c'est qu'ils invitent à des questions profondes sur la nature même de la gravitation et sur sa version quantique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment au premier plan de la recherche scientifique actuellement. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les trous noirs s'évaporent vraiment ? On ne le sait pas. Pour autant, les gens se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas tester ça en laboratoire ? Alors, bien sûr, vous imaginez bien que des trous noirs en laboratoire, on ne sait pas trop faire. Mais il y a quelque chose qu'on sait faire en physique, c'est des analogies. On peut trouver des systèmes physiques dont les équations sont exactement similaires aux équations qui décrivent la gravitation. Et ça, on a découvert, en particulier William Unruh en 1981, qu'il existait des systèmes de mécanique des fluides qui avaient une analogie profonde avec la formation des trous noirs. La vitesse du son joue le rôle de vitesse de la lumière, et la vitesse du flot va être liée à la géométrie, à l'existence d'un horizon. Et donc, on va avoir, en fait, comme par exemple ce saumon qui essaye de remonter la rivière, il y a une vitesse du courant. Et bien, vous voyez, classiquement, il ne peut pas remonter si la vitesse du courant est trop grande ici. Donc, les poissons peuvent aller de là à là, mais ils ne peuvent pas remonter. Et donc, il y aurait un horizon. Eh bien, on est capable de faire ça avec des superfluides aujourd'hui en laboratoire, à 2 dimensions. Et on a le passage d'une zone subsonique à supersonique. Et on doit avoir ce qu'on appelle un trou noir acoustique. Alors, au lieu de rayonner de la lumière ou des particules, ce qu'on va rayonner, c'est des photons, des modes d'excitation de vibration de ce fluide. Et c'est des expériences qui aujourd'hui sont en cours. Donc il y a des gens qui ont prétendu avoir vu le rayonnement de Hawking dans ces types de systèmes. Ce n'est pas encore complètement avéré. Donc là, c'est encore un domaine qui est complètement en recherche. Mais si c'est vrai, ça va rajouter de la crédibilité à ce mécanisme-là. Parce qu'on va avoir un système qui est équivalent et qui a le phénomène de rayonnement comme pour les trous noirs. Ce n'est pas une preuve, ça augmente la crédibilité de l'explication. Donc voilà, les trous noirs existent dans la nature, ça on le sait. Il a fallu plus de 50 ans pour comprendre leur nature, il a fallu presque un siècle pour prouver leur existence. Dans les années 70, ils ont complètement bousculé la physique ordinaire et la recherche de cohérence nous a amené à postuler de nouvelles propriétés en utilisant la mécanique quantique, ces notions d'entropie et de température. Et ça implique qu'ils rayonnent, qu'ils s'évaporent. Donc vous voyez, toute une nouvelle physique. Ce ne sont plus des astres strictement passifs qui faisaient qu'absorber de la matière, ils peuvent avoir toute une histoire. Pour l'instant, c'est une explication, c'est des structures qui sont crédibles, mais ils n'ont pas été confirmés par l'observation. Donc ça dessine un peu des lignes de recherche pour le futur, même si on n'a aucune idée de comment observer le rayonnement des trous noirs aujourd'hui. Et surtout, ça ouvre une fenêtre sur les propriétés quantiques de la gravitation. Donc voilà, ça c'est important parce que ça nous montre comment fonctionne la physique théorique. Vous êtes dans une recherche de cohérence. On n'est pas en train de postuler des lois parce que, ah tiens, on pourrait faire ça ou on pourrait faire ça. Non, la nature a des lois qui fonctionnent avec leur domaine de validité et on essaie de toujours les étendre. Une fois qu'on a quelque chose de cohérent,
On essaie de les soumettre à la question avec des observations, avec des expériences. On en est encore loin, mais on a fait la première étape, on a quelque chose de cohérent. Et donc voilà ce qui a été finalement très important dans le travail de Stephen Hawking. Après, il est parti à partir de ça pour faire de nombreuses spéculations. Ce qui est important, vous voyez, c'est que tous ces résultats ont été obtenus typiquement entre 1966 et 1974, pendant 10 ans. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est des résultats qui ont été cités de nombreuses fois, qui ont suscité de nombreuses études. Et ensuite, Stephen s'est intéressé à beaucoup de choses, en particulier essayer d'appliquer ces résultats dans d'autres contextes. Il a montré que ces résultats étaient, en fait, se généralisaient aussi à l'univers, et donc de voir si on pouvait appliquer la mécanique quantique pour comprendre, entre guillemets, parce qu'il faudrait beaucoup de mots de bémol pour donner un sens à cette chose-là, mais de création de l'univers. Et il est rentré en fait dans ce type de réflexion d'une physique beaucoup plus spéculative. Mais la base de cette spéculation était les résultats qu'il avait démontrés sur les trous noirs. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que maintenant vous savez ça, quand vous allez reprendre les affirmations que vous avez entendues dans la presse ou dans des livres, vous allez pouvoir finalement mieux les comparer à ces contributions scientifiques. Je vous remercie beaucoup.